Je m'appelle Yanis Ramdani, je suis chef de clinique assistant en médecine interne à Tours et je suis en médecine interne et j'exerce la spécialité en tant que CCA depuis 2 ans. Alors j'ai commencé à la fac de Besançon jusqu'à ma D4, après je suis arrivé à Tours pour faire mon internat. J'ai fait la maquette, l'ancienne maquette de médecine interne a été très libre, donc j'ai fait pas mal de stages de maladies infectieuses, un petit peu de réanimation, un petit peu de néphrologie. J'ai fait une année de master 2 en immunologie et pour terminer, je me suis retrouvé CCA, ce qui fait à peu près 6 ans de formation en tout. Oui, il y en a plusieurs. Avant, on devait obligatoirement faire un stage en gériatrie dans notre maquette, ce qui n'est pas forcément le cas des autres facs. Ça, maintenant, ça a été enlevé, ce qui est plutôt pas mal. Nos internes, ils aiment bien ça. Et du coup, à Tours, on a une touche métabolique dans la formation. Parce que le professeur Maillot et Adrien Bigot, qui sont le PUPH et un PH du service, ils font beaucoup de maladies métaboliques rares de l'adulte. Et on a aussi remis en place, avec l'arrivée d'Alexandra Audemars, notre MCU PH, donc l'autre universitaire, pas mal de cours et de formations dans le service. Ce qui fait que toutes les semaines, les internes ont des cours faits par nous. Toutes les 2 semaines, ils ont des cours dans le cadre du co-DES et environ une fois par mois ou tous les 2 mois, ils ont des cours dans l'interrégion. Parce que Tours fait partie de ce qu'on appelle l'UGO, avec Nantes, Brest, je crois qu'il y a ça. Et donc on s'organise pour qu'il y ait une formation un petit peu continue en plus de la formation dans les services. Alors la maquette de médecine interne, elle est très libre. En phase socle, c'est le seul moment où on force un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'il faut en une année faire un stage obligatoire en médecine interne et un stage obligatoire en maladies infectieuses. Et parmi ces 2 stages, au moins un en CHU. Et ensuite, sur la phase d'approfondissement, qui dure 3 années, on a un stage obligatoire de réanimation et encore 3 autres stages de médecine interne. Et ensuite, les 4 derniers semestres sont complètement libres dans la maquette, on peut faire ce qu'on veut. En sachant qu'il y a 2 CHU obligatoires. Non, il y a 2 hors CHU obligatoires. 10. C'est la prise en charge déjà des maladies auto-immunes, les maladies auto-inflammatoires, donc l'agression de l'organisme contre lui-même principalement. On a une variante aussi maladies rares, voire très rares, sur les maladies métaboliques, sur les choses comme ça. Et en hospitalier plus classique, on fait ce qu'on appelle la médecine polyvalente un petit peu lourde, c'est-à-dire les patients qui ont plusieurs défaillance d'organes, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, une infection, un diabète qui se décompense. Quand il faut gérer plusieurs choses en même temps, en général, c'est le profil de base de nos patients. Je pense qu'il faut être très patient. Il ne faut pas s'énerver vite et il faut être quand même assez curieux parce que c'est une spécialité où on va voir beaucoup de choses différentes. Il va falloir beaucoup discuter avec les autres collègues au sein de l'hôpital et on est souvent confronté à des choses qui sont hors de notre zone de confort, c'est-à-dire pas forcément des maladies rares ou des maladies auto-immunes ou des choses simples. Donc il faut toujours aimer se documenter, se remettre à jour sur un certain nombre de choses. Il y a peu de choses, je pense, en médecine interne qu'on peut se permettre, entre guillemets, d'oublier. Par exemple, à la sortie de l'externat, quand on rentre dans l'internat, on a plutôt intérêt à garder au maximum ce qu'on a appris à ce niveau-là pour pouvoir continuer à avancer, à bien prendre en charge les patients. En fait, quand j'étais en externe, quand je suis passé en maladie infectieuse, au début, j'avais fait beaucoup de stages de chirurgie. Et quand j'ai vu comment ils connaissaient leurs patients, jusqu'où ils poussaient le raisonnement pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait, qu'il n'y avait pas forcément de solution très simple et qu'ils étaient vraiment très impliqués dans la prise en charge,
ça m'a donné envie d'essayer de faire ça, d'avoir une spécialité où on pouvait justement encore garder toutes les informations qu'on avait apprises pendant l'externat et qu'il n'y ait pas tout un pan que j'oublie définitivement. Beaucoup de polyvalence, il y a énormément de diversité dans l'activité qu'on fait, que ce soit dans notre salle au quotidien, mais aussi dans notre activité de consultation. Il y a beaucoup d'interactions avec les autres spécialités. Une journée ne ressemble pas forcément à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes profils de patients, donc ça reste... On sort quand même de la routine assez souvent, je trouve. C'est parfois trop diversifié. Parfois, il y a un peu trop de patients un petit peu lourds qui ne devraient peut-être pas être là. Et un point, mais qui est plutôt personnel, on a beaucoup moins de gestes techniques que d'autres spécialités, comme par exemple la pneumologie qui vont avoir, ou la gastro-entérologie ou la néphro, qui vont avoir des gestes d'endoscopie, des gestes de biopsie, des choses comme ça. En médecine interne, c'est quelque chose qu'on va moins avoir, ce côté un petit peu technique, ce qui peut parfois manquer à certaines personnes. Je trouve ça marrant de pouvoir se dire une fois dans une journée, une fois par semaine, on descend, on fait de l'endoscopie, on fait des choses comme ça. Ça, en médecine interne, on l'a pas, quoi. Oui. La médecine interne, peut-être qu'on y reviendra après, mais ça, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est un autre avantage. Et il n'y a rien qui est obligatoire en médecine interne. Ce qu'on conseille à nos internes, par exemple, quand ils sont vers la fin de leur cursus, c'est de faire les DU, par exemple, de biothérapie, pour apprendre à utiliser les nouvelles thérapeutiques, apprendre à les manier, parce que c'est des choses qui sont assez compliquées. Et sinon, après, c'est en fonction des affinités de chaque personne. C'est-à-dire, si vous aimez la cardio, on a des formations, médecine interne, cardiologie. Si vous préférez la pneumo, on a la même chose, médecine interne, pneumologie. On a ça aussi en hémato, en néphro, on a des choses très spécifiques. C'est très très large, rien n'est obligatoire et du coup, même chez nos internes, chacun suit un petit peu la voie qu'il veut en fonction de ce qu'il aime faire en plus. Longtemps, très longtemps. La médecine interne, maintenant, les maladies auto-immunes, sauf pour certains cas, mais on a la chance, en tout cas, de les avoir transformées pour l'instant en maladies, entre guillemets, chroniques. Par exemple, les lupiques, elles ne meurent plus très jeunes, maintenant, elles vivent assez longtemps pour avoir de la tension, du diabète, des choses comme ça. Donc, normalement, à partir du moment où on prend en charge quelqu'un, en général assez jeune, vers 18-20 ans, on est censé le suivre s'il n'y a pas de mouvement, s'il ne déménage pas, jusqu'à ce qu'on prenne notre retraite. Les avantages, c'est qu'on apprend plein de choses, parce que nos consultations, en général, elles sont assez longues. Nos patients, ils aiment beaucoup parler. Donc, on apprend plein de petites astuces sur comment leur faire prendre leur traitement, comment ils vivent leur maladie, comment ils font ces choses-là. Et du coup, ça permet de rattraper plein de fois les cycles de traitement, parce qu'il n'y a jamais de grande vérité dans les thérapeutiques. Donc des fois, on fait des choses, puis on se rend compte que ça ne marche pas. Ou des fois, les maladies, elles mettent plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années à sortir. Donc en fait, pendant 5-6 ans, on les suit, il ne se passe rien. Puis au bout de 6 ans, ils déclenchent la maladie comme dans les livres et du coup on se dit qu'on a eu raison de les suivre. Donc ça, c'est un avantage. L'inconvénient, honnêtement, j'en vois pas, parce qu'on a la salle qui est vraiment très différente de ce qui se passe en consultation. Donc comme je vous disais, on a très souvent des choses différentes. On a nos patients de consulte, qu'on suit beaucoup en consultation. Et puis on change du tout au tout quand on arrive dans la salle de médecine interne avec d'autres pathologies, d'autres prises en charge. Et eux, pour le coup, 80-90% des patients qui n'ont pas de pathologie de médecine interne qui viennent, on ne les revoit jamais en consultation. C'est juste la prise en charge hospitalière pure et on les laisse partir après. Tranche d'âge, il n'y en a pas vraiment. Normalement, ce qu'on dit, ce qu'il y en a écrit dans les livres, c'est la
personnes jeunes, principalement la femme, classiquement entre guillemets en âge de procréer, c'est-à-dire en période d'activité. Donc globalement, la majeure partie de nos patients et de nos patientes, ils ont entre 18 et 35 ans. Donc, globalement, c'est ce qu'on suit le plus. Et puis sur les autres périodes de vie, on a plusieurs autres pathologies, comme par exemple les vascularites de Horton, qui sont des vascularites plutôt de la personne un petit peu âgée, dans la deuxième moitié de la vie, 50, 60 ans. On a certaines vascularites à Anka aussi qui vont plutôt se déclencher dans ces âges-là. Et après, pour tout ce qui est ce qu'on appelle les connectivites, comme par exemple le lupus ou parfois la sclérodermie, ça arrive plutôt à des âges un petit peu plus jeunes. En particulier le lupus, où ça peut commencer vers 18 ans. Et on les suit comme ça. Puis après, on a les maladies auto-inflammatoires aussi, qui en général sont des maladies un petit peu génétiques, donc qui arrivent assez tôt dans l'âge, entre 25 et 30 ans. Donc la majeure partie de notre consultation, normalement, sauf si vous êtes un vieux médecin interniste, donc que vous suivez vos patients depuis très longtemps, quand vous commencez comme ça, en général, c'est des patients jeunes. Le SAPL, la sclérodermie, beaucoup aussi ici. Après, on a les vascularites à Anka, quand elles sont plutôt systémiques, parce que du coup, quand ça touche principalement le rein, ça sera plutôt les néphrologues à Tours qui vont s'en occuper. Mais quand ça touche un petit peu tout, en général, on vient. On a les myosites aussi, pathologie du muscle auto-immune. Et ça, c'est plutôt pour notre activité de consulte avec les maladies auto-inflammatoires, bien sûr, les choses comme ça. Et après, on a aussi beaucoup de pathologies différentielles, c'est-à-dire qui se présentent avec de la fièvre ou des ganglions ou des douleurs articulaires. Et dans ce cas-là, on a aussi beaucoup d'infections un petit peu graves, les endocardites, on tombe dessus assez souvent, les fièvres Q aussi parfois, et aussi pas mal les lymphomes. Donc après, on les réoriente, mais en général, on est amené à s'en occuper initialement à faire le bilan diagnostique, puisqu'ils nous sont adressés pour de la fièvre, de l'altération de l'état général, et globalement, souvent, on fait la différence. Bien sûr. C'est même le principe de la médecine interne la plupart du temps. Mais c'est pour ça qu'on se réunit, qu'on a plusieurs staffs, qu'on a des staffs où on peut demander aux autres spécialités, qu'on téléphone beaucoup. Parce que la vraie difficulté en médecine interne, c'est que c'est des maladies du système immunitaire, donc c'est des tableaux. Sauf que s'ils ne rentrent pas dans les tableaux, mais qu'ils sont quand même malades, il faut pouvoir les soigner. Vu que c'est des maladies rares, c'est difficile de mettre en place, même si on y arrive, mais des critères de classification, des critères pour dire c'est comme ça qu'est cette maladie. Donc ça arrive quand même régulièrement qu'on ait des patients pour lesquels on n'a pas de diagnostic. Il y en a même certains, là il y a une maladie qui vient entre guillemets, d'être découverte, en tout cas d'être caractérisée il y a moins de 2 ans. Ça nous a permis de reprendre des patients pour lesquels on ne savait pas ce qu'ils avaient. On les a rescreenés, au final c'est une maladie avec une mutation génétique et on a pu leur appliquer des traitements. Donc on a quand même de manière non négligeable des patients qui ont des maladies auto-immunes mais qui rentrent dans aucune case et pour lesquels on doit quand même trouver une solution. Alors on coûte beaucoup d'argent à l'hôpital parce qu'on fait beaucoup d'examens, non je rigole. Les principaux gestes qu'on réalise, comme je vous le disais, c'est des gestes très simples, c'est-à-dire principalement ponction lombaire, parfois, même si on le fait de plus en plus rarement, les ponctions pleurales, les choses comme ça, quand il y a besoin et que c'est des patients qui viennent pour complètement autre chose, pas de la médecine interne. Les myélogrammes ici, on ne les fait pas, et les ponctions biopsie rénale, on ne les fait pas non plus. C'est les néphrologues qui les font ici. Mais ça, en fonction des services de médecine interne dans différentes régions et en fonction de comment ils sont coupés, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres spécialités avec eux dans le service, on peut être amené à faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais à Tours, globalement, il n'y a pas de, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'endoscopie, pas de choses comme ça. C'est les responsabilités classiques. On est de la médecine, donc c'est pas de la chirurgie. Vous voyez, je n'ouvre pas des gens pour leur enlever des trucs ou je les endors pas non plus. Non, globalement, c'est
classiquement, on est impliqué dans le traitement qu'on va mettre en place. Les biothérapies, avec le Covid initialement, on a eu en plus la problématique, mais qu'on arrive maintenant un petit peu plus régler, c'est-à-dire de mettre des immunosuppresseurs, donc d'enlever complètement les défenses immunitaires en plein milieu d'une pandémie à un virus. Ça nous a posé quelques discussions sur qu'est-ce qu'on devait mettre ou pas, mais c'est des choses qu'à l'échelle nationale, puis même à l'échelle locale, on a très vite réglé, c'est-à-dire en discutant toujours. Les médecins internes, c'est beaucoup de discussions quand même. Moi, je suis chef de clinique, donc comme je disais tout à l'heure, parfois les patients ne rentrent pas dans les cases, dans les choses comme ça. Donc c'est parfois difficile quand on est un jeune interniste d'être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper ou d'être sûr qu'on n'est pas en train de rater, vous voyez, une maladie rare. Parce que beaucoup de médecins en fait nous adressent des patients une fois qu'ils ne trouvent plus ou qu'ils ont essayé les choses entre guillemets classiques qu'on trouve dans les livres et ça ne marche pas. Et parfois, voilà, nous on est là, ils ont déjà fait quasiment tout ce qu'on aurait eu envie de faire et pourtant la personne devant, elle va toujours pas bien. Donc ça, c'est parfois un peu difficile de pouvoir se positionner, d'avoir toujours en tête cette idée de peut-être j'ai raté la maladie 1 sur 2 millions ou pas. C'est ça en tout cas pour moi la principale difficulté. Ça dépend. Beaucoup de progrès, je pense. Il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être faites. On comprend de mieux en mieux le système immunitaire. Si on voit un petit peu ce qu'ont fait les hématologues, alors vous verrez ça peut-être après ou peut-être vous savez déjà, mais les hématologues, ils ont fait beaucoup de recherches sur le cancer, sur les mutations, sur les choses comme ça. Et maintenant, on a des médicaments qui peuvent être très ciblés, des anticorps, des choses comme ça, qui vont vraiment aller attaquer une zone ou un phénomène très précis. Et je pense que ça, sur la suite de la spécialité, vu qu'on fait quand même de l'immunité assez large, ça va être un tournant qu'il va falloir prendre aussi bien de manière intellectuelle qu'économique. Ça va être un petit peu plus compliqué de comprendre comment les médicaments ils fonctionnent, ce qu'on va pouvoir proposer à nos patients. Donc je pense qu'on a encore de belles perspectives. Comme je disais, c'est des maladies chroniques. On arrive à guérir aucune des maladies quasiment qu'on soigne en médecine interne, parce qu'on ne comprend pas encore bien comment elles fonctionnent. Et c'est tout l'enjeu qui va arriver sur les prochaines années. Alors je ne dis pas qu'on les guérira, mais on va de mieux en mieux, je pense les soigner. Et puis on va avoir probablement de plus en plus besoin de la médecine interne aussi, puisque les autres spécialités rentrent de plus en plus dans la technicité, dans les gestes, dans des choses fermées, puisqu'eux aussi découvrent de plus en plus de choses sur leurs organes respectifs, sur les choses comme ça. Donc d'avoir des gens qui justement ne rentrent pas trop dans les organes et restent un petit peu à essayer de voir les choses dans la globalité, ça pourrait être pas mal dans les formations et dans les choses comme ça. Donc c'est deux axes qui me semblent importants. Ça aussi, ça va, comme je vous disais, on vient encore de découvrir une nouvelle maladie. Maintenant, le vrai progrès dans certains types de maladies, en particulier les maladies auto-inflammatoires, c'est qu'on a des nouvelles techniques de séquençage de l'ADN. Et donc on découvre de plus en plus de nouvelles mutations, de nouvelles choses qu'on essaie de rattacher à des symptômes. Et ça, je pense que ça peut... on va de toute façon découvrir de plus en plus de maladies. Il y aura de plus en plus de choses qu'aujourd'hui on considère comme dans des très grosses cases où on dit aux gens on ne sait pas ce que vous avez précisément mais ça se comporte comme telle ou telle chose et qu'avec le temps et les recherches on pourra affiner de plus en plus les diagnostics. Il y a beaucoup de progrès à faire et je suis sûr qu'on va les faire du coup. Dans les méthodes diagnostiques, c'est principalement les avancées en termes d'imagerie, en termes de choses comme ça. Après, on a aussi, comme je vous disais, la génétique. Il y a de nouvelles mutations, donc il faut qu'on apprenne à s'en servir, à pondérer un petit peu nos utilisations de ces choses-là, parce que c'est quand même des choses qui coûtent très cher. Et ensuite, la technologie des médicaments. Je
pense vraiment que là, les nouveaux médicaments, c'est des nouveaux enjeux. C'est plus juste des petites choses chimiques qu'on met, on est allergique ou pas. Il y a pas mal de données qui vont nous être nécessaires et on pourra avoir vraiment une gamme très large et pouvoir cibler un petit peu les choses. Et ça va être principalement ça, les avancées techniques. Mieux soigner les gens. Le but maintenant de la médecine, mais pas que de la médecine interne, c'est d'essayer d'arriver le plus possible vers de la médecine entre guillemets personnalisée, pas vraiment à la carte quasiment, essayer de coller au plus à la personne qu'on a en face de soi et de ne pas la soigner justement avec les livres et les choses comme ça. Donc ça c'est très bien aussi, mais s'adapter le plus possible pour que les gens ils soient OK d'être soignés. Elle est très importante. Comme je vous disais, on n'a aucune étiologie très claire sur les maladies. À chaque fois qu'on fait un cours, on le commence toujours de la même manière. C'est une pathologie d'étiologie indéterminée, mais probablement qu'il y a de l'environnement, du terrain génétique, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas tout à découvrir, mais en tout cas en fondamental, les mécanismes, il y a énormément de choses à découvrir. Et puis en recherche clinique, il y a énormément de thérapeutiques, énormément de progrès à faire sur la prise en charge des patients, sur leur bien-être, sur comment arriver à les garder dans le système avec nous pendant de nombreuses années, parce que comme je vous disais, ils sont souvent jeunes. Donc commencer une maladie à 20 ans et se dire qu'on va peut-être garder des médicaments jusqu'à 50, 60 ans, c'est pas la même chose que déclencher une maladie à 80 ans et se dire que voilà quoi, on n'aura pas les médicaments jusqu'à 140 ans non plus. Donc il y a plein d'enjeux, il y a plein de choses à faire en médecine interne. On essaye qu'elle soit au maximum cordiale, parce qu'on a besoin d'eux en fait. Vous avez bien vu que en fait, nous on fait pas entre guillemets grand chose tout seul, c'est-à-dire qu'on prend les patients, on regarde un petit peu ce qu'ils font, puis après derrière, pour avancer dans notre raisonnement, il faut toujours qu'on s'attache à prouver tous les éléments du syndrome clinique, en tout cas quand on nous appelle pour un avis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça classiquement, comme tous nos autres collègues, mais quand il s'agit de débrouiller une histoire difficile ou des choses comme ça, on est souvent amené à les appeler. Et puis vu que notre salle est très diversifiée, on peut aussi... il n'y a pas une journée où on n'appelle pas au moins 3 spécialistes pour avoir un avis sur ci, sur ça, sur comment adapter ça. Et les médecins généralistes, du coup, nous adressent aussi beaucoup de patients quand c'est une suspicion de maladie auto-immune ou quand c'est des symptômes qui semblent un petit peu compliqués, où on ne sait pas trop où on va. En général, c'est des consultations de recours en médecine interne qui sont demandées. Il y en a pas mal, plutôt classiques, c'est-à-dire globalement, j'anticipe un peu sur ce qu'il y a après, mais les perspectives d'évolution, c'est la carrière ou hospitalo-universitaire, c'est-à-dire CCA, puis ensuite MCU, puis PU si c'est possible, ou la carrière hospitalière plus classique, entre guillemets, avec l'assistanat ou le PH. Et voilà, globalement, c'est un petit peu les seules perspectives d'évolution. Après, on peut encore aujourd'hui, je ne sais pas si plus tard, dans 10 ans, ça sera encore ça, mais on peut aussi glisser un petit peu d'une spécialité entre guillemets à l'autre. Pas au CHU, pas dans les grosses structures où tout est bien défini, mais sur des structures un petit peu plus petites. La médecine interne peut glisser vers la maladie infectieuse, vers l'hématologie, vers des petites choses comme ça. Alors, c'est des surspécialisations, ouais, bien sûr. Mais c'est assez, assez difficile. C'est-à-dire qu'on continuera toujours à faire la médecine interne globale, entre guillemets, mais on peut plus se spécialiser, par exemple, dans une pathologie en particulier, comme la sclérodermie, comme les vascularites. On peut aussi faire que des maladies auto-inflammatoires. C'est faisable. Non. Je pense pas, honnêtement. Je m'attendais un petit peu à quelque chose comme ça et au final, je suis assez content que ça soit comme ça.
Principalement, c'est de la médecine hospitalière, la médecine interne, parce que pour les maladies qu'on cherche, pour les patients qu'on prend en charge, en général, il faut souvent un plateau technique qui est assez gros, globalement, parce qu'on est amené à diagnostiquer pas mal de choses différentes. Il faut des examens qui sont parfois un petit peu compliqués, qu'on ne trouvera pas partout. Donc c'est principalement de la médecine hospitalière, avec plus le centre est gros, plus de possibilités en fait d'affiner un petit peu ce qu'on va faire. Donc ça, c'est principalement l'exercice de la médecine interne, par exemple en CHU. En hôpitaux plus CH généraux, par exemple, là, on sera plus amené à avoir des services un petit peu mixtes. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire de la maladie infectieuse, on va pouvoir faire aussi de la gériatrie, des choses comme ça. L'activité libérale, pour l'instant, elle n'est pas très développée. Ça commence à sortir un petit peu, mais plus en gestion de médecine polyvalente. C'est-à-dire qu'on utilise notre polyvalence pour gérer les salles en clinique, pour faire des choses comme ça. Quelques médecins internistes, mais ça c'est plutôt dans les grosses villes, font de la consultation en libéral pur, mais c'est assez compliqué parce qu'encore une fois, il faut des plateaux techniques, il faut des médicaments. Si vous soignez, je sais pas moi, vous devez mettre une biothérapie comme du rituximab, vous ne pouvez pas le faire à la maison, donc il vous faut un hôpital de jour, il vous faut des choses comme ça. Donc probablement que dans les années qui viennent, ça va se développer, mais on est une des dernières spécialités quand même, je pense, qui reste quand même très très ancrée en hospitalier plutôt pur et plutôt de l'hospitalier pas trop clinique. En tout cas pour l'instant, c'est pas trop dans la mentalité des internistes. Oula, on peut passer cette question. Non, pour l'instant, c'est important quoi. On a beaucoup de travail, donc en fait voilà quoi, c'est une part importante de mon travail. Et puis à la maison aussi, vu que j'essaye un petit peu de faire de la recherche, des choses comme ça me prend aussi un petit peu de temps. Mais c'est aussi pour ça que j'aime la médecine interne. Comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc on arrive entre 8h30 et 9h, plutôt 8h30. On prend un café. Et puis après, en général, on fait la visite. Donc, comme je vous disais, si on essaie dans une journée type de mélanger l'activité de consulte et de salle, c'est-à-dire qu'on va avoir une salle qui va être un petit peu différente avec une partie de maladies auto-immunes qui vont être graves, qui ne vont pas être bien, une partie de patients qui vont avoir besoin d'un diagnostic, qui viennent parce qu'ils ont de la fièvre depuis 1 mois ou qui s'altèrent depuis 6 mois, on ne comprend pas trop ce qu'ils ont, du coup on fait des bilans. À côté de ça, on pourra avoir des personnes âgées, parce que voilà, il n'y avait pas trop de place dans l'hôpital, dans des choses comme ça, ils sont tombés, on les a pris en charge, des infections. Et puis après, on redescend en consultation, puis là, on va revoir nos patients plus classiques, les patientes ou patients jeunes qui ont une maladie auto-immune plutôt contrôlée et qui du coup, on suit au long cours, quoi. C'est ça une journée type de médecine interne. En général, c'est la visite. Il y a 2 à 3 entrées par jour quand on a de la chance. Et à côté de ça, il y a le téléphone qui sonne tout le temps pour les avis, les hospitalisations, les patients qui vont pas bien. Mais ça, c'est toutes les spécialités pareilles, je pense. Justement, c'est le docteur Dio qui me l'avait raconté. Je trouve que ça illustre un petit peu la médecine interne, ou en tout cas le cliché qu'on en a. Elle la raconterait mieux que moi, mais elle prenait en charge une dame qui faisait des manifestations allergiques avec beaucoup d'éosinophiles. On ne comprenait pas trop ce qu'elle avait et elle était en train de mourir globalement. On arrive un petit peu à la stabiliser, elle s'améliore. Dès qu'on la fait rentrer chez elle, elle va pas du tout bien. Elle se redégrade, ça va pas du tout. Et du coup, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et après, si vous voulez, c'était une dame qui faisait du cheval. Et à un moment donné, son cheval aussi est tombé malade. Et en fait, avant de faire le diagnostic chez la dame, on allait faire un lavage des poumons du cheval puisqu'il avait des problèmes respiratoires. On a d'abord fait le diagnostic du cheval, puis de la dame. On les a soignés les deux. Et du coup, après, elle a été guérie. C'est le genre de truc que je trouvais assez marrant en médecine interne.
C'est-à-dire la capacité qu'on a parfois à faire des... on est tellement appelé des fois pour tout et n'importe quoi que ça nous permet de voir des choses assez amusantes dans la journée ou d'avoir des histoires assez abracadabrantesques comme ça. Alors ça dépend. Avant la série Doctor House, on considérait que on dépensait beaucoup d'argent et qu'on se prenait vraiment beaucoup trop la tête sur plein de choses avec des anticorps qui servaient à rien ou toujours aller chercher la petite bête, ce qui parfois est fondé, parce que parfois on se prend vraiment beaucoup la tête pour pas grand chose au final. Et mais après voilà, les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'après Doctor House, on a eu aussi l'idée qu'on savait tout le temps, qu'on savait tout faire, que forcément on trouverait la solution. Et ça aussi, c'est un préjugé qui est infondé. Il y a plein de choses où on se retrouve en difficulté en fait, et c'est juste parce que la médecine, elle n'a pas encore progressé assez pour qu'on puisse avancer. Donc on règle ce problème en discutant avec nos autres collègues entre nous et puis avec les autres spécialités. Faites de la médecine interne, c'est vraiment la meilleure spécialité du monde. Franchement, c'est...